super résultat, du moins, de l'équipe de France, donc qui bat l'Italie 3-1, qui déjoue pas mal de pronostics, même si c'était voilà, ça semblait quand même un match assez serré, mais en tout cas qui répond, du moins, qui répond à la défaite, donc au 3-1 reçu, donc c'était au Parc des Princes, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois par l'Italie. Voilà, très, très rapidement, bah, David, tu as retrouvé un certain plaisir à revoir cette équipe de France jouer. Bah, complètement, on en parlait en off avec Nico avant cette émission. C'est le match avec le plus d'intensité qu'on ait vu depuis fort longtemps. Faut probablement remonter pratiquement au France-Angleterre de la Coupe du Monde 2022 pour ressentir un peu ce genre ouais, d'intensité. Enfin, on a senti tout le monde concerné. Alors c'est vrai que le scénario du match est favorable, hein. Tu marques très tôt, tu es en pleine confiance, tu fais face en plus à une équipe joueuse, donc ça c'est très bien pour l'équipe de France de faire face à une équipe qui a décidé de jouer. Et surtout, moi ce que je retiens, c'est ces 3 buts sur coup de pied arrêté. Je n'ai pas de souvenir dans l'histoire de l'équipe de France qu'on ait marqué 3 buts sur coup de pied arrêté dans un même match. Ça a dû arriver il y a longtemps, mais c'est vraiment une énorme surprise, hein, parce que c'est vraiment notre point faible. En tout cas, pour la stat, et là je vais juste dire la stat comme ça, mais Adrien Rabiot, c'est le premier joueur à mettre un doublé de la tête en compétition officielle donc, de l'équipe de France depuis Zinedine Zidane. Donc, Voilà. Et puis c'est pas, quand tu mets des buts de la tête comme ça sur coup de pied arrêté, c'est la détermination qui te permet de les marquer, ces buts-là. Donc ça, c'est vraiment un symbole de cette détermination de l'équipe de France sur ce match-là. Probablement, voilà, très motivé à l'idée d'aller gagner en Italie, probablement très motivé à l'idée de gagner sans Mbappé. Je sais pas, il faudrait analyser ce qui s'est passé dans leur tête à tous, mais en tout cas, c'était un match où on les a sentis bien plus concernés qu'il n'y a pas très longtemps, parce que jeudi, c'était une purge. Donc, on est passé d'une purge à un match très, très abouti en l'espace de 4 jours. justement, juste avant de passer à la suite, comment tu l'expliques, là, ce passage? Est-ce que ça a été justement le déclic dans les têtes? Parce qu'on a entendu, après le match contre Israël, on a entendu pardon, beaucoup de joueurs qui parlaient d'énervement, de frustration. Probablement que la purge contre Israël a joué dans les têtes en se disant, bon, on peut pas faire ça 2 fois de suite, on va tous s'y mettre, on va faire un gros match dans l'intensité. Les joueurs ont légèrement changé également, hein. C'était pas exactement le même effectif et bon, voilà, on a vu des apports de Lucas Digne, d'Adrien Rabiot, on a vu les apports des entrants. Marcus Thuram, hein, que je suis toujours trop à critiquer, qui a donné beaucoup beaucoup d'intensité dans ce match, bon, sans marquer bien sûr, hein, mais qui faisait plaisir à voir, qui était généreux dans l'effort. Donc voilà, je pense que là, la motivation a été bien plus grande parce que c'était un match contre l'Italie. C'était aussi un match avec un petit peu d'enjeu, chose qu'on n'avait pas eu depuis trop longtemps. Heureusement qu'il y a un petit peu d'enjeu de temps en temps pour pas avoir que des matchs amicaux sans intérêt. Voilà, et je pense que c'était plutôt psychologique qu'autre chose en tout cas, ce réveil de l'équipe de France. Ok, ok. On parlait du coup de cette notion de plaisir. Je la trouve importante parce qu'on a aussi énormément parlé de désamour, et notamment avec toi, Greg. Je vais te donner la parole là-dessus, mais c'est important. Est-ce que toi, tu as pris du plaisir devant ce match? Et si oui, enfin, ou sinon d'ailleurs, bon, bref, il faut que tu t'expliques juste, explique-toi, et puis voilà, je veux avoir ton avis sur ce que tu as ressenti devant ce match. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Après c'est une belle victoire. C'est en Italie. Moi, j'avais dit que entre guillemets, enfin j'avais vu entre guillemets, je crois le nul, il me semble. Ouais, l'Italie m'a un peu déçu quand même parce que je les ai. Mais bon, ça se voit que c'est une équipe quand même en reconstruction. Et voilà quoi. Il y a un bon match, il y en a un peu moins bon, mais bon, comme a dit Nico, Spalletti fait un travail de fou. Voilà. Donc, mais en tout cas, non, non, c'est bien une victoire à l'extérieur. Il y a eu des jolis buts. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est entre guillemets que si entre guillemets je me fais l'avocat du diable, c'est qu'on a mis que des buts sur coup de pied arrêté, donc c'est positif parce que, comme a dit David, il y a une détermination et on a peut-être trouvé des joueurs qui savent bien tirer les coups de pied arrêtés, ça c'est très important. Mais le problème, c'est que dans le jeu, bah, il y a eu pas énormément de choses. Voilà, c'était pas exceptionnel dans le jeu. Et voilà, un match de foot, les coups de pied arrêtés, ça peut t'aider à débloquer des situations. Mais voilà, tu ne pourras pas toujours t'appuyer dessus. Et puis le fait qu'aussi les attaquants,
Et on en parlait. Maintenant, bon, Griezmann n'est plus là, Giroud n'est plus là, Mbappé en plus reviendra, mais il n'est plus là. Et le fait que les attaquants sont muets et ont vraiment du mal, quoi. Ça, c'est le point un peu négatif. Maintenant, pour le reste, on va pas non plus s'attarder. On va s'attarder sur le positif parce qu'il faut le dire. Voilà, contrairement à Israël, c'était le jour à la nuit. Bon, le contexte fait que je peux comprendre les joueurs que c'était un peu compliqué et c'était un peu lourd de jouer, surtout qu'Israël, franchement, c'était plus que le bus. Là, franchement, ils ont fait que défendre, entre guillemets. Et puis le gardien n'a pas été mauvais, je trouve, non plus. Mais voilà, donc le contenu est intéressant, positif. Maintenant, il faut continuer sur les prochains matchs qui ne seront pas avant mars. Donc voilà. Et puis, forcément, cette Ligue des Nations qui va quand même nous intéresser un minimum parce qu'il y a quand même un trophée à aller chercher. Deschamps a quand même une obligation, je pense, d'aller loin pour lui vis-à-vis du public. Surtout qu'il doit aussi gérer le cas Mbappé. Donc non, je trouve que le match a été positif. La France a fait un bon match. Ils ont retrouvé, on va dire, leur état d'esprit et ça, c'est le principal. Ok. Là, pour le coup, Nico, je vais te poser un peu plus de questions sur la tactique, parce qu'on a longtemps voulu le voir, une composition un peu à deux attaquants. Et on l'a eu, on n'a pas eu de vrai 4-4-2, on a plus eu un 4-3-1-2, j'ai trouvé, qui se transformait parfois en 4-3-3 avec du coup, bref, deux joueurs qui se. Bref, ou un concours qui se mettait un peu plus sur le côté, etc. Tu penses que c'est l'une des clés? Tu étais content justement de voir Thuram associé à Kolo Muani, même si aucun des deux n'a marqué, et que Kolo Muani n'a pas fait un très grand match, là où Thuram, moi, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, déjà, je trouve que ce qui est toujours plus intéressant, c'est de voir Thuram qui peut jouer en équipe de France dans la même situation qu'il joue à l'Inter Milan, c'est-à-dire avec deux pointes. C'est-à-dire lui qui tourne autour d'un attaquant à l'Inter, c'est Lautaro Martinez. Et là, il jouait avec Kolo Muani en pivot, et lui qui tourne un peu autour de lui. Et Nkunku, ce que je trouve intéressant, et normalement, il me semble qu'Nkunku est meilleur dans ce registre-là, dans un rôle de numéro 10 derrière les deux attaquants. Et donc, parce qu'Nkunku, ça a toujours été un peu ça à Leipzig, il jouait dans ce poste-là ou en deuxième attaquant, mais jamais en neuf, voilà. Et je pense que Nkunku, c'est plus un joueur d'axe plutôt qu'un joueur de côté. Donc moi, j'aimerais pouvoir revoir cette équipe dans cette configuration-là. Après, évidemment, ça dépend aussi de l'adversité qui nous est posée. Mais là, je pense que l'équipe a su quadriller le terrain face à l'opposition italienne qui, on le rappelle, était en 3-6-5 quasiment, avec Barella qui était derrière Retegui, mais sinon, il y a un bloc de 4 milieux alignés avec 3 défenseurs. Et là, en fait, je trouve que dans cette configuration, ce losange nous a permis de bien quadriller le terrain, avec Manu Koné qui était en pure sentinelle, qui récupérait les ballons, avec Guendouzi qui était un petit peu électron libre avec Rabiot, chacun de son côté, qui pouvait ratisser leurs ballons au milieu, aux côtés de Manu Koné. Et du coup, ça veut dire que Nkunku pouvait se permettre de moins faire de travail défensif et de plus aller vers l'avant. Et on avait un jeu quand même qui allait assez vite avec lui et Marcus Thuram et Kolo Muani, même si Kolo Muani, on l'a moins vu. Mais je trouve que Thuram, par exemple, notamment quand il allait faire des petites chevauchées côté gauche, il arrivait à garder le ballon, à solliciter des joueurs, à garder le ballon, faire en sorte que le bloc monte. Et ça, je trouvais intéressant parce que du coup, ça faisait un petit peu rouleau compresseur qui montait avec le ballon et qui allait toujours essayer de créer des situations dangereuses. Et moi, j'ai eu cette impression qu'à chaque fois qu'on s'approchait de la surface italienne, on pouvait être dangereux. Donc, je trouve que c'est un système qui nous a permis comme ça à la fois d'être bien présent à la récupération du ballon et de bien aller vite vers l'avant pour pouvoir aller se créer des situations dangereuses. Pour Greg, David, vous êtes plutôt d'accord là avec Nico, ça a joué pas mal entre guillemets ce changement tactique. On le voit pas souvent chez Deschamps au final et là il était plutôt payant. Je sais pas si c'est pas l'attaque qui a le plus brillé quand même dans ce match. On a marqué sur coup de pied arrêté comme on l'a déjà dit. Donc ce système il est intéressant, mais c'est pas ça qui a été la clé du match. C'est pas le changement d'animation offensive qui a été la clé de la victoire.
Moi, je pense en tout cas que ça a permis quand même de récupérer pas mal de ballons et je trouve qu'on a mis les Italiens, je trouve on a su mettre les Italiens en situation d'échec par rapport à ça et par rapport au fait on a été aidé évidemment par le fait qu'on a mené au score, mais quand même le fait d'avoir un Manu Koné qui récupère les ballons lui en tant que vrai sentinelle et après avoir des milieux comme ça un petit peu relayeurs qui pouvaient l'épauler, Mhm. ça a permis quand même de quadriller le terrain et de pas être trop mis en danger, même s'il y a eu certaines situations italiennes. Mais je trouve quand même que moi, j'aimerais bien revoir cette configuration un peu plus souvent dans la continuité pour voir un peu ce que ça peut donner. Ok. Après, évidemment, je suis d'accord avec vous sur l'animation offensive. Il faut quand même il y a pas eu tout le temps des super choix de Nkunku, mais je trouve que l'animation, en tout cas la composition de départ, à mon avis, elle permet un certain équilibre et de permettre de créer des situations assez rapidement. Il faut juste gagner en efficacité, surtout parce qu'on ne marquera pas tout le temps sur coup de pied arrêté 3 fois sur 4 comme ça, quoi. Ok, je vois que, enfin, si vous voulez embrayer un peu sur les points négatifs, il y en a. Moi, j'avais juste une dernière petite question avant ça. Allez, je vais la poser, je peux te la poser à toi, Greg. Mais il y a eu pas mal de, comment dire, de changements dans l'équipe. Il y en a même eu beaucoup au final, puisqu'il y a que, je pense, Maignan, Koundé et Colomwani, je crois, de l'équipe qui a joué contre Israël dans ce 11-là. Euh, Ouais, peut-être Konaté aussi, Konaté. Konaté, pardon, ouais, Ouais. Konaté aussi. Exact, Konaté. En tout cas, par exemple, tout le milieu de terrain était différent. Il y avait eu Kamavinga, Zaïre Emery, Kanté, ils étaient pas là. C'était donc Guendouzi, Rabiot et Koné donc, qui ont pris leur place. Greg, par exemple, si, enfin, justement, par rapport à ce milieu de terrain, toi, je sais pas, t'as vu quoi comme différence et à part, encore une fois, on va pas forcément citer les 2 buts de Rabiot, mais ils Quand peuvent même, hein. apporter quoi là, ces deux milieux de terrain différents? Bah, j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de complémentarité. Ok. Après je pense que le fait alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense peut-être que le fait que Guendouzi joue à la Lazio et Rabiot a joué quand même pas mal de temps à la Juve, ils connaissent bien le foot italien. Donc peut-être qu'intrinsèquement, ils ont réussi entre guillemets «à bloquer» des joueurs qu'ils connaissaient aussi. Parce que, bah, Guendouzi joue tous les week-ends, contre ces joueurs-là. Parce que la plupart des Italiens sont dans le championnat italien. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Rabiot, bah, dépassement de fonction, c'est ce que Allegri, à un moment, lui reprochait à la Juve, c'est qu'il faisait des bons matchs, on va dire, dans l'ensemble, mais c'est qu'il n'arrivait pas à marquer et il n'arrivait pas à venir aider les attaquants. Donc, là, j'ai trouvé que, bah, il s'est amélioré parce que dépassement de fonction, il est là sur les 2 corners. Mhm. Voilà, donc, non, j'ai trouvé pas mal. Après bon, ça c'est encore en rodage, hein, c'est sûr, voilà, mais en tout cas, c'est pourquoi pas un milieu qu'on pourrait revoir à l'avenir. Ok. On parlait quand même pas mal des points négatifs entre guillemets qu'il y a eu hein, dans cette rencontre. Le jeu pas tout le temps enfin voilà, c'était pas parfait, c'était pas le jeu 5 étoiles, etc. Je crois que David l'a dit, et Nico aussi l'a confirmé, mais comment dire, l'animation offensive était pas toujours top du tout. Est-ce que vous avez entre guillemets souligné d'autres points? Moi, je sais que par exemple, en tout cas, le match contre Israël m'avait beaucoup marqué par la négative, par les erreurs techniques que les joueurs pouvaient commettre. Pas tant des trucs qui se voyaient, je veux dire, voilà, c'est pas une passe à 8 mètres derrière ou des trucs, voilà, bref, vraiment horribles. Non, mais c'était plus dans les petits contrôles ou voilà, ou des joueurs qui mettaient vraiment longtemps à contrôler, à devoir relâcher le ballon et voilà, qui faisaient toujours la petite erreur dans la première touche et qui après avaient du mal à enchaîner, bref, ce qui ralentissait le jeu encore et encore et encore. Chose que du coup, on a peut-être un poil moins vu, mais je sais pas si vous avez souligné d'autres Ah, petits. pour reprendre un adage de Nico, qu'il utilise souvent, il faut faire jouer les joueurs à leur vrai poste. Et c'est vrai que dans le match contre Israël, il y a eu ce petit coup de pari, ce petit coup de poker de faire jouer Zaïre Emery meneur de jeu, ce qui est absolument pas son poste habituel. Et ça s'est ressenti sur la performance de l'équipe.
Et là, à l'inverse, de mettre Manu Koné, ce qui est un peu quand même la révélation de ce match en Italie, je trouve. On le connaissait déjà, on savait déjà qu'il était extrêmement fort, mais là, qu'il puisse avoir un tel niveau sur un match d'une telle intensité, et Rabiot également. Rabiot, on connaissait son potentiel, mais là, il l'a vraiment pleinement exprimé dans ce match-là. D'ailleurs, juste pour compléter ce que disait Greg, Manu Koné joue aussi en Italie. Il y avait peut-être aussi les trois milieux, en fait, les trois défensifs jouent. Et Marcus Thuram joue en Italie. Et voilà, non, c'est pas un total hasard qu'il a aligné ces joueurs-là pour ce jour-là. Et c'était bien vu. Avec Maignan aussi. Hein. En plus, il connaissait le. Bah, Thuram et Maignan, en plus, c'était encore mieux parce qu'ils jouent dans ce stade. Exact. Donc, non, c'était très intéressant. Après, la différence avec le match, avec la purge face à Israël, elle est surtout dans l'état d'esprit, je trouve, plus que dans les joueurs, même si les joueurs étaient très très différents, clairement. Et puis d'avoir mis Olysée à droite à la place de Ousmane Dembélé, c'était pas non plus l'idée du siècle, hein, parce que Michael Olysée, malheureusement, il est très brillant avec le Bayern Munich, mais avec l'équipe de France, pour l'instant, c'est une pure catastrophe, malheureusement. Pour revenir 2 secondes sur ce match contre Israël. Mais non, mais là, le match d'hier, il était intéressant sur tous les points que vous avez évoqués. C'est-à-dire le tester ce changement de système, mettre Manu Koné sur orbite, relancer complètement Rabiot vraiment à plein poumon. Et c'est vrai, Rabiot, c'est le dépassement de fonction. Et quand tu as un système qui est comme ça plutôt défensif, bah, il faut impérativement que tu aies du dépassement de fonction, soit des défenseurs, soit des milieux de terrain. Là, ça a été le cas de Rabiot et Lucas Digne sur ce match-là. Et la France a toujours joué comme ça, historiquement, avec des milieux ou des défenseurs qui venaient créer le surnombre. Et il faut absolument que Deschamps trouve l'équilibre par rapport à ça. Après, moi, je continue de penser quand même qu'une attaque avec Barcola, Ousmane Dembélé, ça peut pas faire de mal. Et qu'on a quand même beaucoup plus de situations que quand c'est comme ça une attaque avec Nkunku plein axe, mais qui dézone un peu, comme tu disais tout à l'heure, Ruben, avec Marcus Thuram et Kolo Muani qui font du bougisme, qui font pas grand chose de très très réaliste, ni l'un ni l'autre. Je continue de penser qu'il faudrait qu'on trouve un bon avant-centre et qu'on mette sur orbite Barcola et Ousmane Dembélé durablement. Ok, mais alors, vraie question, David. Du coup, par exemple, toi, si, on va dire, là, en mars prochain, Dembélé revient parce que Dembélé était blessé, je crois. C'était Zizko, donc il était pas là du tout. Mais du coup, bon, bref, Dembélé est là, Barcola est là, Mbappé est là. Pour toi, l'attaque titulaire, c'est les trois avec Mbappé dans l'axe? Non, moi je mettrais Mbappé à gauche, Barcola méga joker. Et par contre, je chercherai toujours le match. On n'a toujours pas trouvé cette solution. Par défaut, c'est Kolo Muani qui prend ce poste-là quand il n'y a pas d'autre solution. Mais on va réussir de trouver quelqu'un qui soit à la réception des centres, qui fasse la différence techniquement plein axe. Mais est-ce qu'il existe? Peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il faut tenter un concours à ce poste-là. Peut-être qu'il faut regarder Kolo Muani. Peut-être qu'il faut chercher, tester d'autres joueurs. Je n'en sais rien. Tester une fois Ludovic à York. Non, mais moi j'ai pensé à ça l'autre fois en me disant il marque en Ligue des Champions à Jorque, pourquoi pas le tester parce que c'est vraiment le joueur typique à la Giroud. Hein, c'est vraiment gaucher en plus. Pourquoi ne pas tester? Alors il joue à Brest, mais c'est comme on disait souvent avec David Lesmelou. Pourquoi ne pas tester les joueurs qui se révèlent être bons en Ligue des Champions? C'est pas seulement en Ligue 1. J'ai envie de dire qu'en Ligue 1, ils sont moins bons, ils sont meilleurs en Ligue des Champions. Donc, les joueurs qui sont super réguliers, super réguliers. Incroyable début de saison. Genre. Moi, il y a un autre joueur qu'on doit suivre. En fait, il y a 2 joueurs qu'il faut suivre avec attention. Ils se trouvent en Allemagne. C'est Mathys Tel, malheureusement, il ne joue pas au Bayern parce que. Mathys Tel aussi, bonne idée, il faut le tester. Voilà, Mathys Tel, mais il faudrait qu'il soit prêté probablement cet hiver dans un club pour jouer plus. Et moi, il y a un autre joueur que j'aimerais voir s'il pouvait refaire sa saison rennaise avant blessure, c'est Martin Terrier. Moi, j'aimerais vraiment voir ce que pourrait se donner. Mais là, t'es encore sur un peu des hybrides. Plus Mathys Tel, mais bon, là, c'est encore. Oui, mais Terrier, la saison qu'il fait à Rennes, pardon, c'est
la saison qu'il fait à Rennes avant de se faire les croisés. Bien sûr, non, mais non, c'est pas la question du nombre de buts, c'est la question juste du profil. Tu es encore sur des joueurs qui sont plus hybrides, tu vois, juste ça. Mais alors, moi, il y a une autre solution, à mon avis, qui peut être un peu sur le modèle Real Madrid de l'année dernière, quand ils avaient perdu Benzema. Vous mettez 2 attaquants hybrides, mais vraiment 2 attaquants, vous n'avez pas de faux neuf. C'est-à-dire, vous mettez, je ne sais pas, par exemple, Mbappé, Terrier, par exemple, vous pourriez très bien avoir une attaque comme ça, ou Mbappé et Thuram ou Kolo Muani. Mais 2 attaquants axiaux avec un meneur de jeu derrière, parce que ça, on a Nkunku, on peut avoir Olysée si évidemment il arrive à élever son niveau de jeu comme il fait au Bayern Munich, mais ça peut être aussi une solution. C'est pour ça que moi je trouvais que ce match en Italie, il était intéressant pour ça. Pour moi, on a vraiment des enseignements intéressants à en tirer. C'est que même si l'adversité ne sera pas toujours du même niveau que celle de l'Italie, je pense que c'est un match qui peut être fondateur sur ce à quoi pourrait ressembler cette équipe, notamment pour aller à la Coupe du Monde, si on se qualifie évidemment, avec un meneur de jeu et 2 attaquants. Ça peut être une solution, plutôt qu'avoir ce 4-3-3 figé, où on n'a pas de numéro 9 pour l'instant, à part Kolo Muani qui puisse faire l'affaire. On va prendre Kijé, Savanier et Ludovic Ajorc. Moi, j'aimerais qu'il les teste, franchement, même pour voir ce que ça peut donner. Alors, évidemment, l'équipe de France, c'est un autre palier, mais et pourquoi pas, je vais faire plaisir à Greg, le retour de Coco Tolisso. Moi, je suis désolé, mais Tolisso a pas. S'il continue sa saison, enfin sa très bonne saison, il a. Bon, Deschamps le prendra pas parce que il aime pas les Lyonnais, de toute façon, on le sait, mais en tout cas, pourquoi pas, il mérite. Et moi, je vais aller. Cacré, qui est un peu décevant, il pourrait aussi prétendre, non? S'il est bon. Mais là, non, pour moi, Cacré, c'est un joueur très moyen et ça le restera. Donc, non, mais pour moi, je pense même qu'il a le potentiel pour. Mais celui qui pourrait prétendre, mais je pense pas que Deschamps l'appellera, c'est pas son système, mais je suis désolé, et c'est le seul aujourd'hui, je vois, joueur, on va dire, créatif en France, c'est Ryan Cherki. Ouais, Cherki en meneur de jeu, je veux le voir. Moi. Oui, aussi. Mais alors, Cherki, moi, je suis d'avis, je me dis, c'est un joueur, il faut vraiment le voir sur la saison entière, parce que comme c'est un joueur qui a brillé par son inconstance jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur, si on l'appelle en équipe de France, qui peut-être ça pourrait le perturber et devenir en dents de scie, en fait. Ouais. Et je me demande si il fait une saison complète, là, pourquoi pas. C'est que par exemple, un Randal Kolo Muani, il est bon que en sélection, on l'appelle. Mais il n'a pas sa chance à Paris. Paris, il joue pas. C'est plus dur d'être bon depuis le banc que sur le terrain. Donc, mais bon, après, je pense pas que Deschamps s'en servira, parce que c'est pas du tout le système Deschamps de la créativité. Mais en tout cas, pour moi, c'est le seul joueur en France. Après, bien sûr, il a encore beaucoup besoin d'une progression. Mais bon, après, quand on voit qu'on a fait un Michael Olysée, qu'on ne connaissait même pas avant, qu'on ne connaissait pas du tout, qui était à Palace, que personne ne regardait les matchs de Palace, on voyait un petit peu. Là, il est au Bayern, donc forcément, il est bon. C'est une autre chose. Mais voilà, je pense qu'un Cherki ne serait pas. Et même avec Liouche, on va plus loin, bien sûr. Non, mais je suis d'accord sur vous, sur les profils de joueurs recherchés. Bien pour rester juste dans ce match-là. Et justement, on va comme ça, on va terminer entre guillemets cette review du match. Mais du coup, qui a marqué des points? Parce qu'au final, il y en a eu quand même quelques-uns. Il y a eu quelques joueurs qui ont, du coup, on a parlé, qui n'étaient pas là pour le match contre Israël et qui là, ont brillé. Mais David, si tu devais retenir un nom, et je sais pas si tu vas citer celui que j'attends, mais sinon je demanderai à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, si tu me devrais me citer un nom, tu prendrais qui, toi? C'est quoi le joueur qui a marqué le plus de points? Je n'ai pas le droit en citer 3, du coup. Celui qui a marqué le plus de points, c'est Rabiot, qui a marqué quand même 2 buts, qui a fait un bon match dans l'ensemble. Mais c'est vrai que moi, Manu Koné, je trouve que c'est l'avenir de l'équipe de France, quoi. Voilà. Si je dois le sortir un deuxième nom. Très bien. Et pareil, si je dois. Nico, c'est quoi le joueur qui t'a le plus marqué de points? Peut-être que tu t'attendais à lui, Lucas Digne. Ouais, pour moi, ça a été. En plus, ce qui est incroyable avec Lucas Digne, c'est un joueur qui est toujours passé à ça d'une sélection en phase finale, et c'était toujours le joueur qui était retoqué. Et
est-ce qu'on a le souvenir d'avoir un joueur comme ça qui sans arrêt était retoqué, qui retoque à la porte, j'ai envie de dire, et qui revient. Et qui revient encore plus fort à chaque fois. Exactement. Ouais. Et là, alors le coup franc direct, même si on l'accorde malheureusement pour lui à Vicario, il a fait une Landreau un jour avec Nantes contre l'OM, il avait fait sur un coup franc de Laurent Blanc, il avait fait pareil, il avait marqué contre son camp comme ça. Et Vicario, malheureusement le but sera attribué à Vicario contre son camp, mais le coup franc il est exceptionnel de Lucas Digne, en plus dans une position qui n'est pas forcément évidente pour un gaucher. Et il a dit d'ailleurs après à TF1 qu'il travaillait les coups francs avec Aston Villa notamment. Je trouve que c'est un joueur, de par son mental, il est intéressant, de par ses courses, et je trouve qu'il fait bien l'essuie-glace. C'est-à-dire, à la différence d'un Théo Hernandez, il sait défendre. C'est quelqu'un qui défend bien, c'est quelqu'un qui a une grosse qualité de centre. On l'a vu avec le corner, le coup franc, le corner et le coup franc direct. C'est un joueur qui vraiment est très intéressant pour la suite. J'ai envie de dire qu'il a marqué beaucoup plus de points que Ferland Mendy qui n'était pas là. Et notamment, il y a Théo Hernandez qui est en balance, mais malheureusement, dans le foot moderne, il faut savoir attaquer, c'est très bien, mais il faut aussi savoir défendre, chose que Théo Hernandez a du mal à faire, surtout en ce moment. Donc je pense que pour l'avenir, pour moi, Lucas Digne doit pouvoir s'installer à ce poste d'arrière gauche de l'équipe de France. Ce qui est fou avec Lucas Digne, c'est que bon, pour moi déjà c'est un joueur terriblement sous-coté. Il a déjà 31 ans, mine de rien. Donc c'est plus le jeune joueur que voilà qu'il était au début. Parce qu'on beaucoup retiennent donc son passage un peu raté entre guillemets au PSG et le catalogue beaucoup en ça. Mais par exemple, on est en droit juste. Par exemple, si on regarde les matchs de Première Ligue là cette saison, Aston Villa a recruté un défenseur gauche, un arrière latéral gauche, sur lequel ils ont mis, si je ne me trompe pas, 45 millions d'euros, 50 millions d'euros, qui est Yann Madsen, donc joueur qui l'année dernière a fait un parcours exceptionnel avec Dortmund jusqu'en finale de Ligue des Champions. C'était lui le titulaire sur le côté gauche et c'était un joueur ultra intéressant. Bref, voilà, il appartenait à Chelsea et Dortmund ne l'a pas acheté. Finalement, c'est Aston Villa qui l'a pris. Et ben, c'est Lucas Digne le titulaire quand même. Et il y a aucun problème. Et Aston Villa est très très bonne. Enfin, c'est une très très belle équipe cette saison et Lucas Digne est le titulaire en arrière gauche. Donc je trouve que c'est un joueur qu'en France, voilà, il a une image un peu pas ouf à cause de son passage au PSG notamment, qui est pas du tout réussi. Puis il y a eu au Barça aussi où il était la doublure de Jordi Alba, alors qu'à Rome il avait fait un bon passage à l'AS Rome, on a tendance à l'oublier. C'est justement son beau passage à l'AS Rome. J'ai l'impression que c'est en fait quand il y a eu Lille et la Roma il a été bon, et c'est quand il a fallu passer un cap, dans un gros club comme le PSG ou le Barça, il a toujours eu du mal à être titulaire. Et là on a l'impression qu'Aston Villa, ça correspond plus à un club intermédiaire, même s'ils sont bons cette année en première ligue, comme l'année dernière aussi, mais ça reste un cadre de cette équipe. Mais comme tu dis, Ruben, il est concurrencé par Madsen, qui est un très bon arrière-gauche, donc c'est quand même une référence. Ouais, tout à fait. Je sais pas, du coup, si vous en avez d'autres, c'était pas mal, mais j'ai pas demandé à Greg. Greg, pour toi, est-ce qu'il y a un joueur qui a marqué des points et sinon, est-ce qu'il y en a un qui en a terriblement perdu par rapport, du coup, à ce que tu as vu? Alors après, moi, je suis pas fan du joueur, mais faut avouer que, alors, de là le mettre titulaire, peut-être pas, mais un Matteo Guendouzi, voilà, hier, il est là, tu gagnes 3-1. Contre Israël, il rentre, il marque 2 buts. Tu gagnes aussi. Donc, on voit que quand même, je trouve que ses rentrées sont intéressantes. Il n'a pas un talent surdimensionné, mais en tout cas, à l'image de ce qu'il faisait à Marseille, c'est un mec qui lâche rien, quoi. C'est un chien, voilà. Il lâche pas. Et à la Lazio, d'ailleurs, on voit, il est pas arrivé avec une place de titulaire, hein. Il a réussi à se faufiler dans un milieu et aujourd'hui, il est pratiquement titulaire. Donc je trouve que lui a marqué des points, Manu Konessi, et je trouve que Tchouaméni. Alors Camavinga, je pense pas, parce que Camavinga, pour moi, est quand même un joueur au-dessus en termes de technique, en termes de talent. Et je pense sincèrement que tu as du mal à t'en passer. Mais par contre, Tchouaméni, je trouve qu'il a perdu beaucoup de points. Contrairement à Manu Koné, par exemple, je trouve que c'est pas. Voilà, le fait qu'il soit au Real, entre guillemets, l'aide. En gros, il a la carte Real. Mais voilà, il a du mal. Alors, il a aussi le fait que. Elle a baissé de valeur, la carte Real, ces derniers temps.
Ouais, bien sûr, mais bon, il est quand même estampillé Real, donc voilà, ça l'aidera toujours. Après, il a aussi, je pense, l'avantage d'être. On a vu que quand même, il a parfaitement remplacé Mbappé quand il avait le brassard. Donc tu vois que c'est quand même quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un d'intelligent. Donc il y a aussi ça. Et Deschamps privilégie son groupe souvent. Mais en tout cas, en termes de sportif, moi je trouve que Manu Koné, par exemple, n'a rien à envier à un Tchouaméni qui ne m'a jamais impressionné du tout. Ok. Et Et qui est en plus plus jeune. Voilà. Donc je pense que Tchouaméni a perdu quand même pas mal de points. très bien. Moi, j'allais partir justement du coup sur les joueurs qui en ont perdu et je trouvais que Kamavinga par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il fait ressentir, parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui, comme tu as dit, alors je dis pas que c'est un problème dans le groupe, hein, pas du tout, au contraire, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de caractère et beaucoup de. Il a envie de jouer, que ce soit au Real Madrid, que ce soit en équipe de France, il n'arrête pas de le dire, il veut jouer encore, il veut jouer, mais le problème c'est que là, et tu vois par exemple le match qu'il fait contre Israël, bon après encore une fois, j'ai pas envie de prendre que ça en exemple, mais même avec le Real Madrid, hein, c'est pas du tout lui le titulaire et il est titulaire par défaut ou alors ça se passe pas. C'est pas, je veux dire, le meilleur 11 du Real Madrid, tu mets pas Non. forcément Camavinga et même l'année dernière, je veux dire, en fait, ouais, Camavinga, il avait beau être là, c'était Kroos le titulaire avec ses 40 ans. Enfin bref, c'était. Avec les 150 ans, ouais. Voilà, donc, Et voilà. Mais juste par rapport à ça, Camavinga, moi je trouve, alors tu l'as dit Greg, tu as du mal à t'en passer, mais en titulaire, je suis moins sûr. Et par rapport à, ok, il a une qualité technique qui est intéressante, mais techniquement, quand par c'est pas, exemple, c'est pas la même c'est pas lui qui va technique, remplacer Griezmann. Ouais. voilà, non, C'est pas Kamavinga qui va remplacer Ah non, mais Griezmann. c'est pas le même poste, hein, non, déjà. mais tu vois, pour moi, enfin, juste, c'est pas la même technique, par exemple, qu'un Adrien Rabiot. Alors, je sais que techniquement, voilà, il y a deux façons de voir ce côté-là technique. Je trouve qu'Adrien Rabiot commet moins d'erreurs techniques dans ses contrôles, dans ses prises de balles, etc., que Kamavinga, où des fois c'est magnifique, des fois, à voir jouer, c'est très, très beau, etc. Mais sans mentir, parfois, il Pour un est coup, ouais. très frustrant, quoi. Et je voulais rebondir, Ruben, par rapport aux joueurs qui ont marqué des points. Moi, j'ai parlé de Lucas Digne par rapport aux joueurs qui, normalement, à chaque fois qu'ils apparaissent sous le maillot bleu, doivent vraiment prouver parce qu'il y a de la concurrence à leur poste et Mhm. qu'ils sont au-delà même d'être, ils ne sont même pas indiscutables, ce sont des joueurs qui seraient prêts à sauter au moindre pépin, j'ai envie de dire, ou s'ils ne sont pas performants, comme Olysée ou Manu Koné, par exemple, ou voilà, des joueurs comme ça. Et moi, par exemple, là où j'ai pas cité Rabiot, c'est que pour moi, Rabiot, il a remis les pendules à l'heure dans le sens où sa sélection pouvait être discutée parce que il revient petit à petit en étant Voilà, loué. c'est ses performances actuelles, ouais, voilà. Et qu'en fait, la performance de Rabiot hier, il faut quand même se rendre compte qu'il est encore qu'à 60 ou 70% de ses capacités intrinsèques. Donc je pense que un Rabiot à 100%, c'est avec Maignan, c'est le premier joueur que Deschamps met sur sa compo. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le seul cadre, c'est-à-dire des historiques, j'ai envie de dire, de ceux qui ont disputé déjà des Coupes du Monde, c'est le seul qui était notamment au Qatar, qui n'a pas été en Russie, bon, pour les circonstances qu'on connaît, mais c'est le seul, parce qu'il était réserviste, il avait même refusé d'être réserviste en Russie, mais c'est le seul qui a vraiment ce pédigré, cette expérience en termes de sélection, ou même autant en expérience tout court, en ayant joué au PSG à la Juventus. Et cette histoire qu'il a avec l'équipe de France, et en plus de ça, son bagage technique et son volume de jeu, euh, après être passé à la Juventus, c'est un joueur qui est aujourd'hui de dimension internationale. Donc c'est un joueur aujourd'hui, c'est quasiment le seul joueur avec Maignan aujourd'hui dont on peut se dire il serait titulaire dans n'importe quelle sélection autre que l'équipe de France. Ok, très bien. Après, dans les confirmations poste par poste, on peut aussi dire que la charnière, ça bouge plus. Hein. Ça y est, Konaté. Là, ou Upamecano, pour ceux qui avaient encore des doutes, c'est en dessous. Moi, j'ai un doute sur Lucas Hernandez. J'aimerais bien voir quand Lucas Hernandez va revenir, parce que Lucas Hernandez, c'était un titulaire indiscutable avant sa blessure, même s'il était un peu entre le poste d'arrière gauche et le poste de stopper, enfin de stopper gauche. Je suis d'accord avec toi, David. Konaté, c'est vrai qu'il est bon. Il fait un début de saison monstrueux avec Liverpool notamment. Et Saliba, il est monstrueux en équipe de France. Mais j'aimerais bien voir Lucas Hernandez aussi quand il va revenir. Ça va faire une grosse concurrence. Mais pour moi, Upamecano, il est hors du coup. Pour moi, c'est. Koundé qui a tué la compétition sur le flanc droit de la défense aussi. Oui. Qui a fermé.
Ok, bon, très bien. En tout cas, voilà, pour un peu accélérer, on a à peu près fait le tour, je pense. Les prochains, enfin, du coup, l'équipe de France avec cette victoire termine première du groupe A, je crois. Là, c'était inespéré, ça. Exact, ouais, il y a encore quelques temps, et après le nul contre Israël, et pas beaucoup y croyaient. Finalement, bon, bah, c'est fait. En tout cas, bref, pour le prochain tour, donc Greg l'a dit, c'était en mars, c'est dans un moment, mais voilà. Pour les quarts de finale de cette élimination, il y aura soit la Croatie ou la Pologne. Et c'est des trucs qui sont pas encore résolus, puisque bah, les matchs, c'est ce soir ou demain, je crois. Mais bref, pour les gens qui vont voir la vidéo, la rediffusion, sans doute, ce sera déjà passé, mais bref, je les donne comme ça pour c'est le deuxième du groupe 1 qu'on joue, c'est ça? Voilà. Bah, non, c'est soit le deuxième du groupe 1, soit du groupe 3, soit du groupe 4. Donc en gros, c'est soit la Croatie ou la Pologne, soit les Pays-Bas, soit le Danemark ou la Serbie. Il y a Portugal-Croatie ce soir. Comment? Il y a Portugal-Croatie. Il y a Portugal-Croatie, exactement. Et le Portugal, je crois qu'il est sûr d'être premier. C'est pour ça que oui, je dis. Voilà, le Portugal est sûr d'être premier, parce que la Croatie, sur le dernier match, a perdu contre la Serbie, contre l'Écosse. Donc voilà, le Portugal est sûr. Enfin, en tout cas, la France n'affrontera pas le Portugal, ni les autres. Et l'Espagne, l'Allemagne. Voilà, c'est ça. On évite surtout l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est surtout ça la bonne nouvelle. Quoi. Et le tirage au sort sera vendredi. Exact, tout à fait. Tout à fait. Donc, on recevra au match retour d'ailleurs en étant premier. Donc, ok, d'accord. Exactement. Oui, parce que c'est vrai que ça, t'as raison de le préciser, mais c'est des matchs aller-retour. T'as raison de le préciser. Ok, très bien. Bah écoutez, on va passer à la suite. Et la suite, bah du coup,